Bonsoir tout le monde, bienvenue à DrumFills Kafé. Mon nom est Éric Boudreau, content de vous avoir ce soir. Je pense que ça va bouger pas mal. On va avoir des bons invités, un concours, donc c'est à suivre. On a pas mal j'ai des petites infos à faire passer en premier. Premièrement, s'il vous plaît, vous inscrire à la plateforme, allez vous inscrire au YouTube channel de DrumFills Kafé. Si vous pouvez, le Facebook, l'Instagram, dans ces trois plateformes-là, donc YouTube, Facebook, Instagram, sont primordiales pour le moment. Donc, allez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Il y a le concours étudiant qui a été déjà, c'est déjà fait. C'est déjà les finalistes, les 4 ont déjà été choisis. C'est le 9 juin. Donc, je vous invite tous à venir voir ça. Ça va être vraiment fun. Ils vont être en ondes avec nous. Il y a plusieurs catégories aussi. Donc, c'est ça va être le fun aussi. Il y a des super de bons prix. Il y a un pad ébénard. Il y a une cymbale PGB. Il y a un maillet maintenant de bass drum en bois fait de laverie, qui est Pat Dugas, qui est venu la semaine passée, qu'on va ajouter aux 2 paires de baguettes Vader, qui est une gracieuseté de Steve Music. Après ça aussi, sans oublier qu'il y a un Caron Puck. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ces instruments-là, ils ont été postés tranquillement, mais allez sur la page Facebook de DrumFills Kafé. C'est super cool. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pat, il a fait je vais le poster samedi, un logo de DrumFills Kafé dessus, avec les couleurs du channel. Le caron a été fait aux emblèmes aussi du channel. Donc, c'est vraiment des beaux cadeaux. Donc, il y a au moins pour une centaine de dollars à 200-300 $ de prix, juste là, à gagner, par personne. OK, juste pour dire les artistes qui s'en viennent, s'il vous plaît, il va y avoir des bons shows qui s'en viennent. La semaine prochaine, côté francophone, Tony Lassauce, Quentin, Anne-Ouellette Demers et Mario Roy vont être les 3 artistes sur le show. Le 3 juin, c'est un des World Shows. Il va y avoir Nico Derfer, Joanie Labelle, Suzanne Morissette, Randolph Jimenez, Marc Kelso et David Garibaldi. Puis le 17 juin, il y a Nassir Abdul-Kabir, Joel Stevenette, Don Lombardi, Paul Bostaff, Jim Riley et Matt Alpern. Puis le 16 juin, j'ai un invité spécial, même si c'est le show en français. À la fin de l'émission, il va y avoir Thomas Pridgeon qui va venir faire un petit bonjour pendant l'émission. Donc, c'est assez cool comme line-up. Puis, ça va juste grossir. Cet été, j'ai complété mon line-up des capsules parce que le 17 juin est la dernière émission. En passant, en juin, les shows sont les mardis. C'est fini les jeudis. Ça va toujours être les mardis, les shows en français. Donc, à partir du 7 juillet jusqu'au 8 septembre de mémoire, c'est 10 capsules avec 10 invités qui vont préenregistrer des trucs, mais ça ne sera pas nécessairement avec moi, ça va être des trucs qui vont nous démontrer des techniques, toutes sortes de trucs par rapport à l'univers du drum. Donc, c'est déjà complet. Donc, les capsules vont commencer à se diffuser dès le 7 juillet. Donc, on va commencer, ça va aller vite. On va commencer avec notre premier invité, en fait. Il a commencé à jouer de la batterie, il avait 11 ans. C'est son frère qui l'a initié à ça. À 17 ans, il a commencé à jouer dans les bars, c'est quand même pas pire. Pendant 11 années, il jouait dans les bars tous les week-ends, même la semaine, même s'il avait un autre job, professionnellement. C'est quand même pas mal de trucs. Il a joué dans différents bands de cover, des bands originaux. C'est dans la vingtaine qu'il a comme développé une passion pour la collection de batteries, drums, snares, cymbales, tout ce qui en est relatif, et les batteries vintage des années 50-70. Puis c'est ça, puis depuis ce temps-là, il a toujours été passionné de batterie. On va l'inviter tout de suite. Salut Mike Thomas, comment vas-tu? Salut Éric, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation et félicitations pour ton podcast. Super intéressant, super bien fait. Merci de ta patience. D'avoir été patient avec moi et aussi depuis ton invitation au mois de février-mars, je crois, quand tu m'as envoyé l'invitation. De mon côté, c'était impossible, mais me voilà enfin cool. et merci infiniment. Je suis content que tu sois là parce que, comme je te disais, quand on s'est parlé dernièrement, ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Moi, la première fois que je t'ai vu, tu jouais du drum dans un band de cover. Puis c'était à Montréal, puis j'étais pas légal d'être dans les bars, là, puis ça jouait bien, là, c'était excellent. Là, tu sais. Écoute, j'ai eu la chance, j'ai été chanceux. J'ai joué dans des bands de cover qui étaient déjà... En fait, le band avec lequel tu m'as vu, c'était Wicked Access, qui était un band déjà rodé, des gars avec un talent... écoute,
J'ai été chanceux de jouer avec eux. C'est des gars qui... Le chanteur est incroyable. Les musiciens, il y a une chimie incroyable. Et j'ai eu la chance de jouer quand même 8 ans avec eux. Quand même. Puis les gars, tu sais, puis en plus, c'est que tout le monde chante dans ce band-là. Donc, je te dirais que ouais, ça a été des belles années. Ça rentrait au poste. Je regrette rien. Bon. Avant ça, j'ai joué avec d'autres bands avant. J'ai joué avec John Doe, qui était beaucoup plus... c'était très rock, là. Ça avait une autre dynamique. Mais ouais, en fait, comme tu disais, oui, j'ai commencé à l'âge de... J'ai eu mon premier drum à 11 ans. Puis c'est mon frère Ian qui m'a montré, parce que moi, je jouais comme ça. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris. Puis mon frère m'a appris à jouer en croisé. Mon frère, lui, jouait déjà plusieurs instruments. Puis il était jeune, là. Mon frère, il jouait de la basse, de la guitare, des instruments avant et la batterie. Puis c'est lui, grâce à lui, que j'ai eu tout ce plaisir-là. Donc, oui, j'ai commencé de bonne heure. Après ça, c'est ça. J'ai joué à temps plein pendant 11 ans. Donc, beaucoup, là. Oui. C'est beaucoup d'années, là, cela, 11 ans. Mais toi, t'as-tu pris des cours privés un peu ou tu étais un self-taught? Tu as appris tout par toi-même? Je suis autodidacte, même au niveau... Je me compte vraiment chanceux parce que j'ai des amis autour. Je ne veux pas toujours faire du name dropping, mais j'ai eu Normand Doucet qui était un excellent drummer qui m'a backé sur certaines choses, mais j'ai appris, je te dirais que mon école a été les bars, les festivals, les bandes. Puis pour ce qui est du vocal, encore, moi j'ai l'oreille relative. Fait que j'ai pas l'oreille absolue, mais j'ai l'oreille relative. Fait que je pense que ça m'a donné beaucoup de chance pour pogner des gigs. Le fait que je suis capable de suivre un clic, jouer sur un clic, supposons en studio ou live, parce que j'ai joué dans des bands où il y avait des séquences. Ouais, puis le fait aussi de chanter puis d'avoir... bon, je veux dire, je ne suis pas un castrat, mais j'ai un range qui est quand même qui est correct. Donc, ça me permettait d'avoir... beaucoup d'options, en fait. D'options, en fait, oui, c'est ça. Fait que des fois, quand tu as un band, puis plutôt quand tu remplaces, plutôt que d'avoir une choriste ou un choriste, ben l'autre en arrière, il va backer, puis ça va. C'est tellement bon ce que tu dis là. Il y a tellement de drummers qui pensent qu'il faut juste jouer du drum. Mais quand tu peux avoir des talents, genre de back vocal dans un band, ça aide beaucoup. Même si tu n'es pas un pianiste, tu as juste un petit clavier, tu peux connaître juste de plaquer l'accord, même si tu n'es pas capable de le faire, quelqu'un va te le montrer de le faire. J'ai déjà eu à faire ça. Tu viens de t'ouvrir des portes pour des bands. C'est ça, tu t'ouvres des portes. Moi, je les entends. Je te donnerai un exemple. À un moment donné, j'ai traqué en studio avec François Séguin, qui est un ami à moi, un gars qui est formidable, un gars bourré de talent. Puis, j'entendais des strings dans certaines chansons qu'il avait composées. Puis, j'ai dit à François, je dis, j'entends les strings. Donc, étant donné que je ne suis pas capable de les jouer, je lui chantais. Oui, ben oui. Donc, c'est un outil. Ma voix, c'est un outil comme un autre. C'est bien donc, correct. Comme je te dis, pour revenir à ta question, je suis autodidacte. J'ai tout appris par moi-même, mais j'étais chanceux. Je l'ai eu facile. Comme je te dis, mon frère m'a donné une base, mais après ça, lui, mon frère, c'était vraiment un bassiste-guitariste. Puis, il n'y avait pas de batteur, je pense, parce que mon père est guitariste aussi. Mais à ce que je sache, dans la famille, il n'y avait pas vraiment de vrai... Tu sais, il faut avoir un local avec un drum dans la place, mais il n'y avait pas de batteur attitré. Je te parle de ça dans l'époque où mon père jouait. Mais oui, fait que oui, j'ai découvert cette passion-là. Puis aujourd'hui, est encore... C'est pareil, présente, là. Puis toi, quand tu vois, tu as fait quand même 11 ans de bar puis de gros festivals, tu sais, comme la Formule 1, tout ça. Si tu compares ça avant, aujourd'hui, trouves-tu que ça a beaucoup changé ou tu devrais-tu encore faire ça ou tu penses que tu as fait ce que tu avais à faire puis là, tu es ailleurs, tu sais? Honnêtement,
je te dirais qu'un peu des deux. Okay. Moi, j'ai connu les meilleures années où j'ai connu des musiciens qui étaient de la génération avant moi. Donc, moi, j'allais les voir, admettons, j'avais, tu sais, je te dis, j'avais peut-être 16-17 ans. Là, on s'essaye, puis on va voir des bandes. Donc, ces gens-là, eux, ils ont pu faire un circuit qui était établi. Quand tu faisais affaire avec une agence, ben, ils t'envoyaient, ils te faisaient faire Lévis, les vieux chênes, ils te faisaient le Dagobert. Tu faisais une trail qui était intelligente, tu sais. Ensuite, moi, quand je suis arrivé, comme je te dis, moi, j'étais le plus jeune de la gang. J'ai commencé les bars à 16-17 ans, mais j'étais déjà avec des gars qui avaient une expérience, un chanteur qui chantait du Zeppelin puis du Skid Row. Moi, je suis petit bonhomme en arrière, mais je suis par contre. J'y vais, mais les gars ils ont tous beaucoup plus d'expérience que moi. Donc, à ce moment-là, tu as un genre de circuit A, circuit B. Fait que moi, j'ai commencé sur le B. Tranquillement, je me suis dirigé vers le A en jouant avec d'autres musiciens. En rencontrant d'autres musiciens, tu découvres, tu as des affinités avec certaines personnes, puis à un moment donné, ben hop, là, tu te retrouves dans un autre band. Donc, j'ai fait des belles places, ce que je considère des belles places, tu sais, les Grands Prix, tous les festivals au Québec. C'est le fun, ces festivals-là. Mais à l'époque, jadis, le Bourbon Street qui n'existe plus, mais c'était quand même. Nous autres, on jouait là le lundi, c'était le fun, c'est une belle grande place. Le Dagobert à Québec, puis je jouais là aussi la semaine en Power Trio et la fin de semaine en band. Donc, mais le circuit était plus le même. Donc, tu pouvais aller faire une semaine au DAG, tu revenais, tu retournais au Bourbon un lundi, tu avais un mardi off, tu repartais un mercredi jouer en région, peu importe, il y avait une soirée spéciale. Après ça, tu repartais le jeudi, vendredi, samedi dans Beauce. Donc, méchant stretch. Là. Oui, là, la ronde de lait était bien mêlée. Fait que parce qu'il y avait plusieurs aussi agences ou personnes qui se lançaient dans le domaine de Booker. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs facteurs, Éric, qui ont fait que moi, je trouve que ça a changé. Il y a presque plus de bars. À un moment donné aussi, moi, j'ai vécu... Je jouais dans les bars à l'époque où ça s'est mis à sauter d'un bar puis de l'autre. L'espèce de gang de motards les bars sautaient, il y avait ça explosait de tous les bords. Fait que ça casse le fun. Ça a cassé le party un peu. Ouais. Je te dirais aussi, écoute, il y a ça, c'est juste mon opinion. Je trouve qu'il y a des bandes qui ont roulé longtemps sur le même répertoire. OK. Puis à un moment donné, il y a eu la transition. Là, tu jouais du Van Halen, tu avais les cheveux jusqu'ici, puis tu avais des pantalons de leggings. Puis quand il y a eu la transition Nirvana, Pearl Jam, moi, je l'ai vécu, ça. Fait que moi, ben, à l'âge que j'avais, puis mes goûts, mes influences étaient beaucoup vers le grunge. Puis là, t'avais l'autre qui fait encore son solo de Chainsaw en arrière de la tête. Il y a des bars, il y a des endroits où ça a changé, ça. Fait qu'il y a eu une transition. En même temps, ben là, tu avais des bandes de cover qui débutaient, qui faisaient du grunge, qui allaient jouer pour un sac de Ridley's puis une caisse de Pepsi. Là. Ça, c'est une autre affaire. Ça a cassé le marché. Je te dirais un autre facteur aussi, parce que là, on pourrait s'étendre sur le sujet bien longtemps. Un facteur que moi, j'ai connu vers la fin, les téléphones cellulaires. Il n'y a pas à dire, là, je veux dire, je vais donner un exemple. Tu joues il y a un bar que j'ai joué souvent chez Maurice à Saint-Lazare. Que la piste de danse était bondée. J'étais chanceux, comme je te dis, le dernier band de cover actif dans lequel j'ai joué, c'était Wicked Access. Puis la place était toujours full, pleine. Mais j'avais commencé tranquillement à déceler. Là, on est à l'époque du flip-flop et les textos. OK? Et là, déjà là, ça raquait. Ça applaudit, mais ça a le nez dans le téléphone, tu comprends? Et plus ça allait, plus je voyais que, puis il n'y a pas à dire, nous autres, on est un band top 40, il y avait un hit qui sortait, on le jouait.
c'était plus là. C'était plus là le problème. Le problème, je pense que, pas le problème, mais le changement qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de monde là, où l'engouement est. Je sais pas, l'engouement était moins là. J'étais rendu à un point où ce que je préférais aller jouer, je vais dire un exemple, aller jouer à Magog dans un endroit qui était touristique, où ce que la clientèle avait de 20 à 60 ans, et on se sentait beaucoup plus apprécié que de jouer dans une crowd où ce que le monde a le téléphone. Puis là, c'est eux qui cherchent ils veulent avoir le famous. Puis fait que pendant que tu es là, tu n'es plus. Et encore aujourd'hui, je vois combien de gens je vois filmer un film. Quoi, tu vas l'écouter sur ton écran géant quand tu shakeais, l'autre à côté, il toussait, puis puis qui chante les paroles. I want a string, Frank! Il n'y a aucune idée de ce qui se passe. Fait que ça, moi, je l'ai vu, puis je le vois encore parce que je vais encore voir des shows. Mais assez souvent, je vais me payer des bons billets. Je vais payer la totale. Je vais être en avant. Là, tu as le feel. Frank Strings, je n'entendrai pas. En arrière, là. Je vais l'avoir là. Donc, c'est un peu ça. Il y a des corpos aussi qui sont encore actifs. Probablement que si je retournais jouer, j'irais jouer dans un band de corpo où la structure c'est faite professionnelle, où ce que le booking est professionnel, où ce que. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir des skills de fou là, pour jouer dans un band de corpo, de la pop. Là. Tout, on s'entend. Donc, voilà, c'est juste mon opinion. Non, mais c'est parfait. Tu as bien résumé ça. Puis en fait, c'est-tu ça qui t'a amené à de starter une collection? Dans le sens que quand tu as commencé à ralentir, tu as fait des shows, tu as commencé à collectionner des snares, des drums, ou ça avait déjà commencé? Tu l'as dit dans ta vingtaine, mais je veux dire, c'était quand? C'est quoi qui était l'affaire qui a allumé cette affaire-là, de la collection? Okay. Ça, c'est une bonne question. Écoute, Éric, mon premier drum que j'ai acheté, c'est mon père. Là, il était convaincu parce que là, ça faisait 1 an que moi et mon frère, on avait des bâtons. Puis, ça va jouer, là. Là, on jouait sur des oreillers. C'est un cliché, mais je te jure, Éric. Ça fonctionne très bien. J'ai jamais joué sur des boîtes de carton ni des casseroles, mais j'ai joué sur des oreillers. Des oreillers, là. Et je ne savais pas jouer, mais le feeling des bâtons dans mes mains, écoute, donc, au bout d'1 an, mon père, il dit à ma mère, il dit, je pense qu'on va acheter un drum, puis ça fera le temps que ça fera. Ouais, puis il m'a laissé choisir, on avait été à l'époque, écoute, là, on est en 84. OK. Je ne connais pas encore le magasin Steve's Music, qui s'est venu un petit peu plus tard, 4 ans plus tard. À ce moment-là, j'ai 11 ans et quelques. Et là, je m'en vais chez Coda Music à Saint-Jérôme. Et là, eux, ils vendent du neuf et de l'usager. Okay. Puis, déjà, à cet âge-là, j'ai des parents qui m'ont inculqué certaines valeurs. Je suis encore petit. À cet âge-là, j'aurais pu dire, c'est ce gros drum-là, regardez un prix. Moi, j'étais déjà pas de même. Fait qu'à ce moment-là, puis c'est sûr que j'écoute beaucoup de Beatles. Fait que je me souviens, on va dans le sous-sol, je regarde, il y a comme 20 drums usagés dans le sous-sol chez Coda Music, et je stick sur un Coronet Black Diamond Pearl. C'est lui qui me tombe dans l'œil. Un 4 morceaux, c'est ça qui m'allume. Je me souviens, il y avait un gros drum Tama rouge, 4 tomes, une grosse affaire. Puis à côté, je me souviens, les autres, je ne me souviens plus, mais je me souviens qu'à côté de celui-là, il avait l'air tout petit, il avait l'air de rien. Puis mon père m'avait acheté ça avec des Zildjian. Puis fait que j'avais des bonnes cymbales qui n'allaient pas me casser les oreilles. Ça vaut puis, puis le drum, mon père avait fait changer les pots. Donc, écoute, ça donnait ce que ça donnait. Ça faisait la job. J'ai fait 4 ans avec ça. Pour répondre à ta question, tu me demandes quand est-ce que j'ai eu la piqûre de collection. C'est parce que sur le coup, j'ai acheté ce drum-là. Ensuite de ça, là, je me suis dit, OK, là, j'avais envie d'un gros drum. Je pensais que j'allais être meilleur. Là, ça va tellement. À 16 ans, j'ai été me chercher un Tama Imperial Star. Ça partait de 8, ça allait jusqu'à 16, le floor 18, le bass drum 24. J'ai 16 ans, je joue de même. Puis, tu sais,
pas confortable, mais regarde, il est gros. Oui, puis là, mon père, il me dit, ben garde, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Fait que j'ai fait peut-être un autre 2-3 ans avec ça. J'ai eu plusieurs drums, mais tu sais, je suis revenu à la base, puis je te dirais, c'est tard, dans peut-être vers 26-27, que je me souvenais donc de mon petit coronette. T'as dit, lui, là... sais-tu quoi? Là, je me suis dit, hey, j'avais rencontré un monsieur qui s'appelle Marc Turenne, un monsieur dans peut-être une 60aine d'années. Et lui, il était très, très connaisseur de vintage, un vrai connaisseur. Puis c'est en allant lui acheter un snare, on se met à parler. Puis là, lui, un gentleman, gentil monsieur. Et là, ça a cliqué, moi puis lui. C'est d'ailleurs resté un ami que je vais voir une fois de temps en temps. Puis que là, en parlant de drum, fait que là, j'ai vraiment allumé, j'ai fait comme, c'est ça, OK, ouais, mon petit coronette, là. Et là c'est là que j'ai compris que, bon, là, les Ludwig, les Slingerland, pour nommer qu'eux, là, les Rogers, il y en a tellement de marques de drum. Mais là, je me suis mis un petit peu à dire, OK, là, j'aimerais ça me recommencer à m'acheter, parce que là, j'avais déjà à ce moment-là, je pense que j'avais... À ce moment-là, je joue avec un Ludwig, mais une génération récente. OK, les Olive Badge, les Blue Olive, non? Plus, voyons, des années 90, là, la badge Gold. Là. Ouais, la Gold. Donc, la Monroe Badge. Donc, la Monroe Badge, je joue avec ça, puis j'ai un Tama Grand Star comme deuxième kit, mais là, j'ai vraiment envie. Puis, tu sais quoi, j'écoutais des albums, j'écoutais du vieux Hendrix, j'écoutais des vieilles affaires. Là, je réalisais que, hey, mon drum, il sonne pas du tout comme ça. Et là, ce son-là, le son de ces albums-là, là, ça me fait vibrer, ça me fait triper. Le playing aussi, la chanson, mais le son, l'espèce de son que je me dis, OK, comment je suis capable d'aller chercher ce son-là? Et finalement, c'est là que vraiment la piqûre, là, achète un drum à un moment donné. Puis le fait aussi d'avoir joué partout au Québec, à ce moment-là, on parle des bonnes années de pawn shop où ce que tu entrais dans... Tu sais, tu gigues, tu finis ta gig à 3h30 le soir, tu vas manger après, tu te couches à 5, tu te relèves à midi, 1h, tu joues seulement le soir à 10h. Ben, tu marches dans la rue de la ville, drive. Tu te promènes, j'en ai ramassé, j'ai pogné un vieux Ludwig, le Red Sparkle qui est là. Je l'ai trouvé, c'est un petit magasin qui s'appelle Joe Banjo à Magog. Le magasin est à peu près 15 pieds de large par 30 pieds de profond. Et je me dis, je vais aller souper au petit bar que je jouais dans le temps. Et j'arrive là et il y a ce Red Sparkle-là. Donc, la piqûre a commencé dans la vingtaine. C'est resté. Puis le fait de me promener à travers le Québec, ben, ça m'a permis d'aller dans des endroits où pogner un deal là, pogner telle affaire de rare, là, si tu veux. Là. Puis justement, tu parles d'affaires rares. C'est quoi tes quelques pièces fétiches, là, que tes 3-4 affaires, tu ne vendrais pas, au moins si quelqu'un te donnerait un rein? C'est quoi là, que tu dis ça reste chez nous? Là, ouais. Je dirais les 300-400 affaires. On va dire 3-4. Écoute, j'en ai amené. Le premier que je ne vendrai pas, c'est maman. Je ne l'ai pas ici. C'est trop de stock à aller le sortir. C'est un Slingerland que ma mère m'a acheté au marché aux puces, le sage. Ma mère, je lui avais dit, si jamais tu vois un drum, j'aimerais ça, appelle-moi ou quoi que ce soit. Puis elle m'avait dit, là, j'ai vu un Slingerland, je m'en mets à ramasser. Fait que j'ai un 13-16-22 qui est un projet parce que j'ai du travail à faire dessus. Fait que ça, c'est une pièce que ma mère m'a offerte. Mais j'ai ça ici pour mon ami Russell. J'ai le Tama Bell Brass. Ça, tu ne fais pas des jaloux là, ici aujourd'hui, là, par exemple. Ouais, je suis vraiment chanceux d'être tombé là-dessus. C'est un 5 pouces. C'est une pièce qui est bien rare à trouver dans ces années-là, parce que c'est une pièce d'origine. Les strainers de Tama dans ces années-là sont le fun aussi, tu sais. Oui, ben écoute, la construction. La tourette, ouais. Écoute, c'est curieux, hein, parce que tu sais, Eric, que je suis un tripeux de vintage vraiment 60-70, mais ce que j'ai amené comme pièce, j'en ai un ici qui est un Rosewood de Tama.
OK. Tout le monde pense, Mike, c'est un Ludwig. Oui, j'adore les Ludwig. Mais ça, c'est un Rosewood, c'est un vieux là, avec les coffin logs, le même système. Écoute, c'est encore les chaînes d'origine. J'ai rien fait encore dessus. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, mais c'est une pièce qui est hyper rare. J'ai un autre Rosewood plus récent, encore de Tama. Il est beau, hein? Oui, il est vraiment clean. Lui, je l'ai acheté en même temps qu'un autre. Je l'ai acheté sur eBay. Ça, c'est juste avant que... Parce que là, le Rosewood, là, je pense que c'est hyper limité. C'est l'essence de bois. Ouais, ça Donc, coûte, ils ont fait des reissues qui ont pris de la valeur. Eux autres, c'est encore pire. Ici, j'ai le snare, un autre Rosewood. Je crois que c'est une pièce unique parce que c'est un drum qui avait été fait pour un des drummers de Styx. Puis là, c'est moi qui l'ai. D'ailleurs, du même propriétaire qui avait l'autre Rosewood. Donc, j'ai bidé sur lui, je l'ai gagné en auction. Puis l'autre, c'était un buy it now. Fait que j'ai dit, OK, j'ai fait venir les deux. Et le dernier snare que je vais te montrer aussi est un snare, un Fibes que Buddy Rich a utilisé certaines années. En même temps, il jouait avec Slingerland, mais il y avait un snare Fibes. Ah, je savais même pas que tu m'apprends. Ouais, c'est pas du bois, c'est un genre de fiberglass. Qui est chrome over. C'est ça, c'est un genre de fiberglass très, très foncé. J'en ai eu d'autres, ça fait 6 que j'ai, mais là, j'ai pris lui. Bon, j'ai tout le système d'origine. Les autres avaient tout un petit quelque chose. Parce que, tu sais, quand j'achète une pièce, il faut que je me dise, OK, et là, quand j'en vois une autre meilleure, ben, je vais aller chercher l'autre. Puis celle que j'avais, ben, je la revends bien moins cher, mais il y a quelqu'un quelque part qui va dire, OK, j'ai le son, il n'est pas tout d'origine, mais en attendant que lui aussi s'en trouve un. C'est ça, exact. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des collections. Ben, en fait, c'était ça une de mes questions. C'est quoi un truc où commencer pour quelqu'un qui veut se starter une collection? J'ai eu un peu cette discussion-là il y a 2 semaines, mais de ton point de vue à toi, comme il y en a tellement d'affaires, il y a tellement de drums, tellement de brands. On est-tu mieux de focusser sur n'importe quoi ou on en prend un? Ça serait quoi ton genre d'avenue que tu prendrais là-dedans? Ben, écoute, j'ai écouté l'émission, puis tu parles sûrement de M. Portelance, puis je vais seconder, c'est dire, parce qu'il parlait aussi, tu sais, des Japon. Les Japon, moi, je boycotterai pas ça, tu sais. Le Japon, il y a une phrase que j'ai bien aimée de Francis quand il l'a passé en revue, quand il parlait de son Carviotto, il dit « Ce drum-là me donne ce que je veux. » OK? Et cette phrase-là, j'ai fait comme oui, ça c'est tellement bien dit. C'est que moi, je tripe sur les Ludwig. Le Ludwig me donne en ce moment ce que je veux en ce moment. J'en ai 2 DW ici, là, chez moi. Ce que je veux en ce moment, c'est du Ludwig. C'est le Ludwig. Un peu comme je te disais, Eric, quand tu as envie de faire un tour, tu dis OK, moi, j'ai envie de faire un tour de Mustang. Veux-tu faire un tour de Mustang récente où ce que tu payes sur le piton, tout se fait tout seul, ou tu veux faire un trip? C'est un trip, ça. Mais si tu as envie d'embarquer dans un Mustang qui part, qui rote un peu, qui shake de tous les bords, qui sent le gaz à plein nez, ça, c'est un trip. Tu sais, tu dis OK, là, je me paye un trip de vieux muscle car. Les drums, c'est la même chose. En fait, ce que tu veux dire, c'est que toi, ça t'amène, c'est au moment présent de quelque chose qui t'amène de quoi. Fait que tu vas aller avec le kit que toi, mettons, là, c'est le Ludwig qui te parle, ça t'amène une émotion, un feel. Fait que moi, je te demandais si tu tu connais rien dans la collection, puis que tu pas le Japan, tout ce qui est fait au Japon, ben, c'est sûr que ça peut être une manière d'acheter de quoi de pas cher, des modèles qui sont vieux. À court terme. Tu peux commencer à builder un historique de collection. Là, tu sais. Ben, aujourd'hui, avec la technologie, les gens, mettons, la personne qui commence, peu importe l'âge qu'il a, il peut aller s'informer. Moi, là, la personne que je connaissais, c'était Marc Turenne, parce que sinon, je n'avais pas accès à des collectionneurs ou des connaisseurs. C'est par pur hasard que je suis tombé sur lui. Aujourd'hui, tu peux aller sur des forums, tu peux aller chercher plein d'informations. Moi, je dirais que, puis en même temps, Eric, il y a tellement de facteurs à surveiller. Il y a des classiques chez Rogers où ce que le bearing, pas le bearing edge, le reinforcing décolle et il devient comme ça. C'est tout réparable.
Ouais. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, veut s'acheter un vieux vintage, on sait que les roulettes, là, les roulettes les mutes, d'un Rogers, tu as celle qui est plus récent, qui est beaucoup plus solide. Mais tu as l'autre aussi qui craque tout le tour. Donc, tu te dis, OK, si j'achète ce drum-là, que tu as 4 roulettes après le tom holder, 2 après les pattes, s'ils sont toutes ouvertes, craquées, c'est en partant ton drum, c'est à peu près 30-35$ canadiens de la pièce. En plus, il faut que tu la trouves. Fait que tu as, supposons, un 200$ avec le shipping, dédouanement, en partant sur ton kit. C'est pour ça qu'il y a des gars avec le temps qui ont, on appelle ça un player's kit. Certains collectionneurs vont hausser le nez sur un player's kit. Je le suis collectionneur. Je suis capable de voir la différence entre un kit d'original, un kit d'origine ou un kit player's kit. Mais le player's kit, c'est pas pour rien qu'il est rendu de même. C'est parce qu'il y a eu pas pour rien que Rogers ont fait les Big R avec des tuyaux de poêle. Écoute, c'était immense, c'était solide. Mais c'est solide. C'est solide au bout. Mais tu sais, quand tu arrives dans le script logo, chaque compagnie a des bons et mauvais côtés. Tout à fait. Et moi, j'ai pour mon dire que quelqu'un qui est un player, qui fait de la gig, je me dis, c'est quasiment mieux qu'il y ait un player's kit, dans le sens, un peu comme, je pense, un de tes amis que tu me disais qu'il y avait un vieux kit Ludwig. Mais un vieux player's, puis il avait enlevé excusez-moi, là, mais les attaches là, de Ludwig, là, on s'en reparlera. Là. Ouais. Pas les L-Rod, là, ça ne marche pas tout le temps bien. C'est ça. Lui, il était écœuré, puis lui, il a un deal avec Ludwig, puis il connaît les gars de chez Ludwig, puis il les a appelés, puis là-bas, ils lui ont dit, nous, on le fait parce qu'on a beaucoup de demandes, parce que le monde, ils veulent ça. Mais ils ont dit, on te conseille de changer tes braquettes de floor tom puis de tom. Fait qu'ils ont, lui, il mettait son tom pareil sur un snare, c'est un stand de snare, mais il a quand même changé la braquette. Bon, sur les nouvelles braquettes sont plus durables, mieux faites, plus agiles, mais ils ont dit, Ludwig, on le fait pas parce que le monde le demande pas vraiment, ça. Fait qu'on donne ce que le client veut. C'est drôle pareil, hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pièces qui sont rares, justement. Ces pièces-là n'ont pas toutes été perdues dans des mariages, dans des divorces. Là. On s'entend, il y a des pièces qui ont été brisées. Un Ludwig, on sait que les pattes de bass drum, tu en as avec un high fish qui serre ta rod, mais l'autre, que quand tu visses, si tu strippes, puis tu es en train de jouer à Magog, le prochain magasin, pas sûr que Joe Banjo, il l'a peut-être en stock, mais tu vas prier le bon Dieu, puis tu sais, du Teflon, pas sûr que ça va t'offrir toute ta gig. Fait que moi, collectionneur, oui, j'ai ces choses-là, mais pour quelqu'un qui fait de la gig, s'il est pimpé, s'il est bien pimpé, ton drum, il a été bien fait, pourquoi pas? Tu vas avoir le son, tu vas avoir le look. Ouais. Mais tu vas avoir le vrai son. Tu n'auras pas. Moi, les Ratio de Ludwig, sans colle à plein nez, encore ton drum, là, on se reverra dans 50 ans. C'est des bons drums. Ça sonne bien. Je ne peux pas dire le contraire. J'en ai essayé un dans un magasin et je suis vraiment. Écoute, j'ai fait comme wow. Mais personnellement, je trouve que ça ne sonne pas comme un vieux Ludwig. Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question. C'est correct. Ça travaille. Les bois travaillent aussi. Là. Écoute, il reste 2 minutes. Tu as tellement parlé de. C'est cool, c'est parfait. Tu as donné tellement d'informations. Mais on va se revoir. Pour le monde qui ne savent pas, il y a un concours qu'on va faire avec toi. Puis il y a Chris qui est avec toi aussi qui va faire le concours après, la pige. Donc, on en parlera quand on se reparlera à la fin de l'émission pour ça. Juste pour être sûr, oui, les gens peuvent te contacter. Des fois, s'il y a des questions par rapport à des questionnements. Le gars, il va acheter un kit. Tu fais-tu encore ça? Tu coaches-tu des gens? Tu sais, des fois, tu dirais achète ça ou non, ça achète pas ça ou tu fais plus ça, je sais pas. Écoute, Eric, je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait de bon cœur pendant longtemps. Je ne regrette rien. Ma vie fait en sorte, en ce moment, avec les rénaux de ma maison, la vie de tous les jours, il y en a qui m'en envoient des fois des questions, mais je les avertis. Écoute, ça va peut-être prendre un peu de temps. Puis il y en a d'autres. Tu sais, même chose quand je t'ai dit, Eric, écoute, je te reviens. Ouais, je ne pouvais pas.
Puis c'est pas parce que je ne voulais pas. Donc, on s'est repris plus tard toutes les deux. Nous voilà ce soir, c'est parfait et merci beaucoup. Mais même chose pour ceux qui ont beaucoup de questions. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui disent « Ah, t'es collectionneur. » Je suis collectionneur local. Là, on s'entend que les Benny Carlos de ce monde, ces gars-là qui ont des collections incroyables. J'ai des connaissances. Je ne connais pas toutes. Je me prétends pas un connaisseur. J'ai quand même un peu de background. Puis il y a certaines pièces que, avec le vécu, que je vais savoir que, OK, fais attention à ça. Je peux lancer une coupe de lignes, mais je ne peux pas arriver. Je fais du mieux que je peux avec mes connaissances. C'est sans correct. Prétention. Donc, tu es honnête avec ça, puis c'est bien correct. On est une gang. Hein, on sait que Sylvain, il est dans le British. Je n'en montrerai pas. Il est dans le British. Moi, je suis bien USA. Gilles, c'est Slingerland. Mon ami Emmanuel Messier, quand j'ai une question sur Tama, Eric, là, mais toutes ces snares-là que je viens de te montrer, 80, ça, c'était pas mon bagage. J'ai communiqué avec lui. Fait que ça, tu vois, des fois, on se passe la porte. Quelqu'un va me poser une question de Tama. Non, mais par contre, je vais la référer. Fait que certaines personnes peuvent me communiquer sur ma page Facebook. Mais je vais être bien honnête avec eux. Si j'ai du temps, ça va me faire plaisir. Si j'en ai moins, je donne l'heure juste. C'est correct. Il faut qu'on arrête ça là. Déjà qu'on continue. Mais toi, tu restes stand-by. On se revoit dans à peu près 45 minutes. À peu près. Excellent. OK. Bonne émission à tout le monde. Puis merci encore, Eric. Puis je vais regarder les deux autres personnes. Yes! On se revoit dans pas long. Salut. OK. Bye. Cool. Merci d'être à l'écoute pour les gens qui viennent juste de se joindre. S'il vous plaît, allez vous inscrire aux pages YouTube, en fait, la page Facebook et l'Instagram de DrumFills Kafé. Il va y avoir de plus en plus de trucs qui vont s'ajouter, des concours. Cet été, à partir d'après le 17 juin, c'est des capsules. J'ai déjà tout complété le listing cette semaine avec plein d'artistes qui vont en faire partie. Donc, ça va être préenregistré puis ça va aller jusqu'au 8 septembre. Je voudrais dire que le concours étudiant il est terminé, mais les cadeaux ne sont pas encore donnés. Puis les 4 finissants vont venir à l'émission le 9 juin. Donc, ça serait le fun que vous soyez là. Ça va être une super émission. Après ça, il y a un concours après l'émission. Tantôt, quand on finit après Sarah, il va y avoir un autre petit 10 minutes avec Mike qui va faire une pige d'un petit concours qu'il avait organisé, qui est une super bonne idée. Juste pour faire un petit rappel, le jeudi prochain, les artistes sur l'émission en français, ça va être Tony Lasauce-Quentin, Anne Ouellette Demers et Mario Roy. Donc, ça serait le fun que vous puissiez passer faire un petit tour. Le 3 juin, ça va être... il reste 2 World Edition. Fait que le 3 juin, c'est Nico Derfer de France, Joanie Labelle, Suzanne Morissette, Randolph Jimenez, Marc Kelso et David Garibaldi. Et le 17 juin, j'ai Nassir Abdul-Kabir, Joël Stevenette, Don Lombardi, Paul Bostaff, Jim Riley, Matt Alpern. Puis le 16 juin, c'est une émission en français, mais à la fin de l'émission, j'ai un invité qui va venir faire un petit tour qui est Thomas Pridgeon. Donc, ça va être un beau mois de juin. Je suis assez content de ça. Donc, on va aller avec notre prochain invité. En fait, ça va assez vite, je vous dirais. Les choses vont aller vite ce soir. En fait, cette personne-là est née à Cuba, à La Havane. Il a commencé à jouer de la percussion. Il avait 17 ans, pas de la batterie, mais de la percussion. Puis c'est son frère aussi qui l'a initié. Il a joué dans plein de gros festivals de jazz puis de musique latine à Cuba. Donc, le Jazz Fest de La Havane, le Jazz Plaza. Il a aussi joué plusieurs années dans 2 clubs de jazz à La Havane qui s'appelaient La Zora y El Cuervo, puis le Jazz Café qui était à La Havane aussi. En 2009, il a déménagé à Regina, en Saskatchewan. Puis c'est en 2011 qu'il est arrivé à Montréal. Il a joué avec plein de monde, Jack Semple, David Sanborn, Hilario Duran, Miguel de Arasi et même les Gypsy Kings, Jeanne Brunet, Danny Fernandez, puis j'en passe, il y avait une grosse liste. Ça va être une entrevue un peu mélangée français, anglais, espagnol. Donc, hey Michel, how are you doing? Hey, allô Eric, comment ça va? Ça va bien. Donc, l'entrevue sera en français, anglais, espagnol. C'est correct pour toi? Oui. On va faire I will do it in English and sometime I will do it in French. No worries. Okay, perfect. So, how are you doing? I'm doing great. Actually, beautiful day.
Yeah. How's the quarantine? Yeah. You still play drums a lot? I see your drums in your studio. Can you practice a lot in your house? Yes, 24/7. 24/7? Yeah, no problem. 2 in the morning, if I want to play drums, do the conga timbales. No, para timbales. That's a public enemy. No timbales at night, but drums and congas, it passes. It's good. But yeah, I can play it. Cool. And tell us about you, because you moved in Montreal like in 2011. And but when you were back in La Havane, did you studied with some teacher there? Have you been to school in percussion, or you only learned from friends to friends? Well, like you mentioned, I started drums or percussion in Cuba. Is anything that perks is, you learn them all. When I was 17, I was finishing my electronic school because I graduated in electronics and telecommunications. Okay. And for some reason, my brother said, "Do you want to be a technician, fixing and integrating a computer or a TV? Why do you need to play music? You can have a good life as a musician in Cuba." And I said, "Why not? Why not? Let's give it a try." Let's give it a try. So I started to learn with my brother and watching all the local percussion players in Old Havana, because I'm originally from Old Havana, La Habana Vieja. So, and there is a lot of bars back in the day with music from noon till midnight. I know you guys Cuban are crazy. I've been 5 times in Cuba, and you can do like 10 sets. So they do shift of 6 hours. So they do like 6 sets during the day, and then the next thing comes in until midnight. And I kept watching local drummer percussion players playing traditional Cuban music, plus my brother who plays actually percussion. Okay. And that's how everything started. And then when I was 18, I got like my first official gig, because I used to help my brother with the instruments to the gig. And then by walk, and then they said the drummer didn't show up. What are we gonna do? I said, "Well, my brother has been doing some practice part for the past 6 months." So, and the guy said, "Put him on the drums." There you go. We have a guy. That's it. And I was like, I don't know how to play this music. I don't have a drum set. I never play a drum set. So that's how the whole thing began. Actually, that was my next question. How your percussion background help you to play the drums? Because it's not the same point of view when you're a drummer playing percussion, where drummer thinking playing percussion, but when you are a percussion player playing drums, you have another point of view. How that help you to play your drums? Well, Afro-Cuban rhythm or Cuban music, it's very strong when it comes to time and syncopations, right? So that got me like a very kind of nice stability, but at the same time, thanks to the percussion, I could hear if I was kind of like playing too much or not playing enough. So it kind of helped you to find the kind of like, not the perfect balance, but example, like when you play with another percussion player, or there's someone playing tambourine, I'll think my hi-hat's totally different for sure. than is there. It's not a guy playing, shaker or tambourine and a bongo with the left hand. So it helped me a lot with the interpretation of my performances, with different bands and different styles. So because like you said, it's good cue, because some people, they don't realize that, but when you have a shaker, like a drummer, like a percussion player playing shakers, you already have that subdivision, whatever it will do. So, but if you do something and you're not that tight, whatever happened, even the best drummer ever in their life, you can have some kind of lagging of flam, So you have to play with that person and make some kind of like discussion with him, because he's already taking this place, So yeah, I mean, from perks to drums, I mean, it is great. I think all drummers, tous les batteurs, they should
get a minimal base knowledge on, let's say, the international instruments, congas, bongo, flamenco box. Maybe if they can get a little bit of the Brazilian, like tam, pandeiro, and maybe surdo. I mean, just as a reference. That way, when you are with these guys next to you, you're like, okay, I think he may go that way. Okay, he's playing that. I'll go this way and I'll sync. I'll locked with him. It's kind of like when you play reggae, you got it locked with the bass player, like super tight. Well, that's what percussion does. When you're a drummer and you learn percussion, it really helps to lock with the band, especially if you're playing with percussionists. Like sometimes you have two percussion players or the back vocalist there doing percussion. So to know is good. It can help you. I mean, some drummers I got friends that they're super great drummers and they have no clue on percussion. But I mean, not everyone is a natural, like we say from time to time. But for me, it really helped me to play my drums and vice versa. When I play perks, I know how drum is going. I'll be like, okay, this is how I blend with him. So it is great for both ways. Yeah, and when you move from Cuba to Canada, how was the changes? Because for sure, music wise, like talking about that kind of approach, because when you moved to Regina, did you switch right away with a band and you played right away there, or you moved in Montreal to play music? How was that change? Because for sure the player, okay, maybe it's a Cuban or Latino like person, can be maybe getting that feel, but if you're coming from Cuba going to Regina, it's we're not at the same Latino kind of feel, so how was that switch for you? Well, honestly, for me it was great. I grew up listening to the 80s music, from the US and the UK, a lot of rock and roll. In fact, in Cuba, I played metal music before leaving Cuba. Really? At the same time as I was playing jazz, I was playing a jazz gig in the afternoon or like midnight, but in between I was playing metal, cover bands like Slipknot, Korn, Disturbed. So moving to Regina, it wasn't actually bad at all, because when I got there, I was like, okay, finally I can play some pop, folk music, rock and roll. And it happened. And hip hop, which in Cuba it's kind of hard, especially even, now, reggaeton was huge when I left Cuba in 2009. It was coming this huge explosion of reggaeton. So all we were playing and listening, or the calls to play was for reggaeton. All the time. Getting to Regina, it was good for me. And then, when I started playing like cover bands, people actually there were very surprised that a Cuban knew a lot of. And they were like, nice. They were like, how come you know all this North American music? I was like, well, me, I liked it. I'm not saying all the Cubans liked it, because in Cuba, people, we consume, you've been in Cuba, it's reggaeton, salsa, Latin music. I know that vibe. It was, but for me, it was great. And then I decided to move to Montreal to take lessons of a Kiko Osorio. Great percussionist. So I, searched on the web and I said, I want to study with Cuban that live outside to have a better approach to pop music or like world music in general. So, and I found him and I flew from Regina to Montreal to get a lesson with him. And after 3 days, I went back, and then December 31st, 2010, you flew back. I flew back to Montreal, yeah. And then in Montreal, at first I had a job, like a day job. I was flipping burgers at Five Guys. Okay. Five Guys. And slowly I just start connecting with the community. And finally in 2014, I just start making music full time.
It's good. Congratulations. And now your house is in Brossard, right? Yeah, I'm now in Brossard. So yeah, 450. Yeah. Represent. That's it. So well, but it's good because anyway you're close to Montreal and you can have a beautiful house, so that's perfect for you, you know, with all your gear, and it's well, amazing. Part of moving to Brossard was the thing that in Montreal was really hard to find a place where I could play. Even getting renting a condo, you know, on concrete, you know, it's like it's very hard. You know, I was getting the cops, even doing practice pad, you could bother your neighbors. Oh yeah. They can put the cops on you. Plus, you know, I'm Cuban, right? So on the weekends we get with the friends. We like to play some Roomba in the living room, and then after 9 p.m., even a Saturday, that's not cool. So moving to the South Shore, it was actually a smart move. Yeah, it's cool. Well, but to going to that point, actually, now we're in the COVID and it's weird for everybody, but you were touring a lot, and you told me you were happy to be like, it sucks, but I mean, you can enjoy a bit more your house and your girlfriend more than before because you are always on the road. So how you can manage all that and like playing with 2, 3, 4, 5 bands in Montreal, in France, and whatever other countries, how you manage your schedule, because you have a tight schedule? You know, I try not to overbook myself depending on the music. So when it comes to our line of work, I guess I'm a very honest person. I get calls, right? And I'd say I'm booked maybe for a month and I have maybe 2 days off, which those 2 days off, I have to go home, do the backyard, you know, do home. Shower. No drums, you know, you just have to do home and that's it. Yeah. And sometimes, you know, people will call and say, hey, there is this gig or this mini tour or this show that it pays an X amount of money, and you know, and you may have 2 or 3 days in between. But I'm supposed to learn what's coming maybe in a month and a half when you have a schedule. So someone else will say, yes, I'll do it. Me, I will say, no, because I gotta enhance what I already know for that tour that is coming. So that's how I manage time and sample. Sometimes when things get a little bit crazy, like summertime, I try to book, like, let's say, like scales on the airports or a bus, and I get time to review the music once again before the gig, you know, in the bus station or at the airport, and, you know, or if I can have a day, I mean, like, just rehearsing, I'll do that, because it gets hard, because I tour a lot, but I'll say it now to a lot of people, I'm touring, subbing 95% of the year, which is crazy. I don't have a main band that I'm actually the official drummer. 95%, 90% of the shows that I do, the tours that I do, is subbing. I'm a sub for them all. So, which is a lot of pressure, because usually a sub gets the call last minute, you know? And I sample. Right now, what I'm doing during the COVID, you know, I'm very happy to be home. I mean, it sucks, but I'm super happy to be home, because I had all the time to nail down everything that I have booked until October. So right now, I know everything by heart. Perfectly. That's good. Yeah, that's good. I practice with the play-alongs, you know, and I mean, whenever you get time, if you're going to get busy, you're going to be busy, use it. Now, it is important to actually give time to your brain to disconnect from our line of job, because otherwise you get a burnout. And, you know, sometimes you can practice, be really good, be ready for the show, but if you don't rest a little bit, maybe there is going to be one note that your brain is going to say, do it, but your body will be like no. And it's not because you're tired, it's just because your brain is already overloaded. Yeah, for sure. Yeah, I mean, when you of course, when you mix a lot of gigs at the same time, if you have like 2, 3 projects and you switch from one to the other, it's always a
a big problem to keep the focus. I always say that you can be the best musician ever on earth, but to keep focus and be on time and playing the right thing at that right moment every night, whatever project it is, I think it's harder than to play the whatever chops. You know what I mean? So it's to be there and be honest with what you do at that moment. So it's a point to rest. What you said. I mean, it's when I play just drum, I remember that was 2016, Jazz Fest Montreal. I did in one day 9 bands, 9. So I went to Jazz Fest at 10 in the morning and I left at 2 in the morning. And it was crazy because people were telling me, but there is no other percussion player or drummer in Montreal. I was like, yeah, we are all busy. We are all here actually at the Jazz Fest. And when I play drums, I mean, like that many bands, it is okay because it's one instrument. So even if I have to be very focused on each band, the way each band is going to sound, the tuning of each band, because I don't, this is something very important when you play with different bands in the same day. No, when you're on tour, you do the same band, so that's fine. But when you are gigging locally and you have many bands, you have to think, what's the sound of this band? What's the sound of that band? You know, and you gotta really connect with your instrument, but mostly you gotta connect with the music that you're performing in relation to the music that the band is gonna give to the crowd and the way the records sound. I mean, and that's not so complicated, but when I do drums and then I do congas and then last gig is timbales, that's a big trouble. For sure. Because from sticks to congas, it's super hard for the wrist and whatever. I mean, you are really not destroying. It's not illegal to do it. No. I don't really highly recommend it if you have to do that every day, because it's a different muscle work, a muscle memory for your brain. So yeah, I mean, you can go home and go in the couch, relax on your couch. That's it. But this is good point because it's different techniques, you know, when you will hit the congas, whatever, plus I'm switching to the drums, and people need to take care of that, and seriously, because you can hurt yourself forever. I mean, it can be done, you know, like you can hurt muscles. So yeah, it's a good point. And you I see your gear in the back. I know you're doing some recording too, and you record people and you record yourself, but I mean, you record projects. How you manage that too? Like if someone come to you and wants to have like a little project recorded, how you can manage that recording session plus after that a tour. Is it something you do often, a lot, or the recording is more like a little part of the music business? I started into the recording thing in 2014, like a very basic 2-channel interface. Okay. And then tutorials. I subscribe to online lessons, with different people. And I mean, right now is kind of 30% maybe of my time when I'm in Montreal. I got friends, that they call, and people that just shoot me on Facebook. Hey man, can I come? Can we record at your place? I'm like, okay, let's go. Let's go. Let's do it. Like right now, I'm finishing my own band's album, but I mean, it's almost done. I did half in Cuba, and I'm doing the other half here because I'm having half the Cuban musicians and the other half Moite Quebecois. So I'm involving all my Quebec friends into the record. But right now I have 3 bands recording here. It's just due to COVID, safety. We are going very slow because we gotta keep it the way it is. The way it is for now, I don't want the police knocking on my door because my neighbor saw a meter distance and a strange car in the driveway, and it's like that's not family, let's call the cops. Because it happened in Brossard as well in Montreal, so we got to be very careful. So, but I mean, I record people at home, and I mean it's quite something, man. People believe that we don't work, but we are always working. Even for you to do this live stream, you have to put in certain amount of time to make it work proper. So it's the same,
I go to bed and I try to read on audio stuff, not drum, that's just audio. Other thing, yeah. Then in the morning, notification. Pensaros Plays. He said giving a live streaming. You gotta watch it. That's the guy. So you go there, and then with the hand you're in the pad. Not really paying attention to the pad, but you gotta multitask the same way as you play drums or percussion. So I mean, it is sometimes it's a little too much. Friends and family are like, "Hey, Mike, we're in a restaurant. You gotta stop." Okay, stop. Sorry. That's it. And I think it's the sickness for every drummer or percussion player. We always tap something. Sometimes I don't even tap, but I will sing, or I will do without sound, without I notice it, and because I'm singing rhythms and songs, and my girlfriend is like, "Can you stop that?" And so I'm like, okay, I will stop that. I don't realize at all, so it's a second thing. But hey, the time flies so fast. Just before we go, I want you to tell us, like, what are your projects right now, except, not like, I know there's the COVID, but when that thing will finish, what are your projects that you're playing with, like, right now? Well, everything has been officially canceled, and most of the thing has been postponed to 2021. So 2021, I'm supposed to be on tour with the Kellen Weston Band, from Toronto, Miguel de Armas from Ottawa, Dominique Filsaime from Montreal. And then, I mean, so far that was my upcoming tours, and obviously the Wesley Band. We were supposed to have big tour, and I mean, everything had just been shut down. But I mean, you guys can go to my website. As soon as all the shows resume, you're gonna see all the details of my shows. And also in October, I'm gonna begin my online lessons, which I have been working for Afro-Cuban in pop, immersion of all the Afro-Cuban stuff in pop, rock and roll music, So, and I've been working on tutorial videos since last year. So, and everything's gonna be launched through my website in October. Okay, that's a good idea. And I know you play Pearl, but are you like a gear freak guy, or like you don't care, or like, because I know you have good drums, but I mean, are you kind of person like you have millions of equipment, or you like? Hold on, I'll show you something very quick, guys. Don't go. Sure, go ahead. So this here is I think you can read it, Pearl Sport. Yep. So, which is the entry level on Pearl, like the cheapest, one of the most affordable drums in the planet. So I have them kind of through the years since I moved to Canada. I'm a big fan of Horacio Negro, right? So I said I want to play Pearl when I got out of Cuba, because I had a Rogers back in Cuba from 1978. Okay. So very old. And I use, I mean, any drums. I mean, if I can have Pearl, obviously, I'll go Pearl 100%. To me, they make the best drums. And I use the Esport, or for recording at home. And I like amazing records. And I mean, it sounds great. To all the people that I send tracks, it sounds great. All the drums have come home record. And they're like, what do you do with your Pearl Esport that they sound so great? They just sound great. I mean, I tune them, I put some heads, and that's it. Well, that's perfect. I mean, that's the most important thing. If you're happy about what you can get about your kit and what the people can hear about it, that's the perfect mix. Hey, man, it's already time to go. Hey, by the way, thank you. We need to hang when I will be in Montreal. We need to play some Latin stuff, because I'm maybe not exactly like you, because I'm not born in Cuba. But I don't play Latin music. But I can do stuff. So we could jam, I'm sure. And yeah, let's go check it out. You said you make parties during the weekend, so put me on the list, and I will be there for sure. All right, guys. Hey, Eric, merci beaucoup, man, and to all the drummers watching, thank you very much, guys, and stay safe. Practice, and do it now, because
next year is going to be great. Yeah, exactly. We'll be great next year. Better practice right now, exactly. Practice now, because next year you guys won't have time. People, we want so much music that we won't be enough, you know. And that's it, guys. Stay safe. And Eric, merci beaucoup, man. It's my pleasure, mon ami. Fais attention à toi. See you later and buenas noches. Buenas noches, familia. Yeah, hasta luego. Bye-bye. Cool. So, yeah, time flies so fast. Just a little reminder before... je vais retourner en français. On fait un petit rappel. Allez vous inscrire aux pages YouTube, Facebook, Instagram, s'il vous plaît, de DrumFills Kafé. Ce serait très apprécié. Vous pouvez aller réécouter toutes les émissions passées. Si vous venez juste de vous joindre à l'émission, vous ne connaissez pas le channel, ben juste vous apprendre qu'il y a déjà 2 mois et demi d'émissions qui ont été enregistrées. Donc, il y en a pas mal. Il y en a en anglais, il y en a en français. Si vous ne saviez pas, hier, j'étais en entrevue avec Daru Jones qui jouait avec Jack White. 2 semaines avant, il y avait Todd Zuckerman qui était sur le show. J'ai eu Rick Latham, même qui joue avec son kit, qui donne des exemples. Donc, allez voir, ça vaut vraiment la peine. Le 3 juin, justement, dans les émissions internationales, je vais avoir Nico Derfer, Joanie Labelle, Suzanne Morissette, Randolph Jimenez, Mark Kelso et David Garibaldi. Puis le 17 juin, j'ai Nasser Abdul-Kabir, Joel Stevenette, Don Lombardi, Paul Bostaff, Jim Riley et Matt Alpern. Et le 6 juin, c'est une émission en français, mais il y a un invité spécial qui est Thomas Pridgeon qui va être là. Donc, puis la semaine prochaine, les artistes au niveau du Québec, c'est Tony Lassauce, Quentin, Anne-Ouellette Demers et Mario Roy. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Il y a un concours qui va avoir lieu tantôt après Sarah. Donc, Mike voulait faire un concours, on a jasé, donc ça va être super le fun. Donc, restez en ligne. Les gens si vous vouliez participer, il y avait des conditions. Vous pouvez toujours aller les voir sur MDU ou même sur la page de DrumFills Kafé. Vous pouvez aller voir. Je sais pas si c'est trop tard, là. Ça va être Mike qui va décider ça. Mais en tout cas, c'était toutes les façons de participer étaient là. Puis, il y avait un concours étudiant. Donc, juste remercier les sponsors. Il y avait Ebenor, il y a POC, qui font les caronnes. Il y avait PGB Cymbal, il y a La Vrille, puis il y a deux paires de baguettes de Vader, grâce aussi de chez Steve Music. Donc, il y a beaucoup de cadeaux qui vont être là. Ça, c'est le 9 juin. Donc, on va continuer. Prochain invité. Donc, ça va vite. Elle a commencé à l'âge de 10 ans. Elle a fait son cégep à Drummondville, l'université à l'UQAM. Quand même pas mal active dans la scène montréalaise, comme pigiste ou avec des bands originaux. En 2018, elle fait partie de la formation qui s'appelle Nobro. Puis ils ont fait plusieurs premières parties, dont The Distiller, Alexis on Fire, Fiddler, puis plusieurs autres. Elle joue présentement avec Émile Bilodeau. Elle a d'autres projets. Donc, on l'accueille tout de suite. Allô, Sarah Dion, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Comme je disais tantôt, tu as un beau background avec un petit kit qui look en arrière. Oui, j'ai fait exprès. Tu vas Ludwig original 59. Mais là, cool. dans mon studio de pratique, en fait. Puis, que c'était mon projet avec mes bandmates. Là, on a viré ça en studio un peu plus que juste un jam space. OK. Fait que, tu sais, démo, pas version studio, mais on peut tout enregistrer nos idées. Fait que c'est vraiment trippant. Ouais. Mais c'est où le studio? Montréal, c'est les studios Show Media. Là. Il y a plein de monde qui sont là. Ça fait un bout que c'est là. Puis c'est les escaliers qui font peur, un peu crades, noirs, descend là. Puis tu rentres, c'est là. Ah oui, je sais. Je suis allé là en novembre. J'ai un de mes amis qui a recommencé à jouer du drum. Puis on a amené son drum. Puis c'est le dernier local. Tu descends en bas, tu tournes à gauche, au fond. On a amené son kit là-bas. Puis on a manqué ce cadre des gens 4 fois là. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est le fun comme place. Puis tu peux jouer n'importe quand. En fait, là, oui, c'est 24/7 tout le temps. Là. Puis toi, en fait, c'est ça, je t'ai enseigné il y a fait longtemps. Là, mais tu as commencé à 10 ans, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a dit, c'est ça que je vais faire, jouer du drum? Il y avait, à mon école primaire, en fait, c'était le nouveau prof de musique qui arrive, puis lui, c'est un drummer. Fait que là, il rentre un drum dans la place. T'sais. Puis il a fait essayer le drum à quelques personnes, dont moi, puis j'ai complètement capoté. Mes parents essayaient déjà de me faire prendre des cours de musique. J'avais essayé le piano, je trouvais ça vraiment plate. La guitare, j'avais take up la guitare de mon frère, puis j'en jouais. J'ai pas pris de cours, puis j'en joue encore un peu. Mais le drum, ça a vraiment été une genre de révélation. J'étais arrivée le soir à la maison, puis là, j'ai dit à mes parents, je veux prendre des cours de drum. Puis là, mes parents étaient comme, ah, shit, on est dans le marde. Puis je pense que la semaine d'après, je prenais des cours, je pense que c'était avec toi que j'ai commencé, en fait. Ça se peut, t'étais... 2002, genre. Ouais, écoute, c'était juste avant que je parte en première tour avec Cavalia 1, et ça fait longtemps. Ouais.
Ouais, ben j'avais 10 ans. Ah ouais, c'est ça. Ben, c'est cool, mais puis c'est cool, tu as continué, puis tu as choisi le cégep de Drummond, puis parce que tu avais envie d'aller là, parce que tous les cégeps sont bons, là, mais je veux dire, c'était Ben quoi oui. la raison du cégep à Drummond? Moi, étrangement, c'était pas orienté pour l'école. Moi, je viens de Longueuil. OK. Fait que j'étais comme, si je vais à l'école à Montréal, ça veut dire que je vais rester chez mes parents. Puis moi, je voulais vraiment juste m'en aller, m'émanciper, faire mes trucs, vivre ma vie. Fait que j'ai fait, 1 heure de Montréal, c'est pas trop loin. Fait que j'étais allée à Drummond, puis je ferais le même choix encore aujourd'hui, là. C'était complètement malade. C'était vraiment le fun. C'est Des super. vraiment bons profs. C'était cool. Ben oui, là-bas, il y a Philippe, puis il y avait puis Camille, puis plein de monde, là, Marcotte et compagnie, là, mais je veux dire, c'est un beau cégep en plus, là. Mais c'est ça qui est le fun. Tous les cégeps au Québec, je trouve, ils ont tous de quoi de le fun. Je veux dire, ça dépend de comment tu vas le vivre, ton énergie. Comme tu disais, tu étais proche de la ville, tu voulais pas être là-dedans, tu voulais aller ailleurs. Il y a des gens, c'est le contraire, ils vont venir de Sept-Îles, puis ils vont dire, bon, je m'en vais, moi, à Montréal, à Saint-Laurent, ou à Vanier. C'est ça. Ben, souvent, tu veux ce que tu n'as pas. Fait que moi, j'étais comme, non, je suis à 10 minutes de Montréal, mais ça ne m'intéresse pas. Puis finalement, revenir à Montréal. Mais tu sais, après le cégep, je suis partie en Australie, j'ai fait des tournées, fait que je suis éventuellement retournée à Montréal, puis là, je suis là depuis, je sais même plus combien de temps, là. Fait que, non, c'est ça, j'adore la ville, là. Mais, c'est une belle ville. Tu sais, quand tu voyages, là, puis tu peux voir autour du monde, là, c'est vraiment une belle ville, Montréal. C'est sûr que il y a plein de comparatifs qui seraient à faire, juste que c'est une ville tellement active. Puis tu sais, le bilinguisme aussi, puis le multiculturel fait que la ville est vraiment émancipée. Il y a plein d'affaires que tu peux vivre dans cette ville-là, que tu pourras peut-être pas vivre dans toutes les villes. Tu sais, j'ai été 3 mois à Salt Lake City en tour, puis c'est une belle ville, là. La ville est super belle. Il y a des bâtiments, tu sais, mais c'est spécial, là. Tu sais, la bière, ben, c'est la 3.5. Si tu veux avoir de la 5, il faut que tu aies un dispensaire spécial. Tu rentres dans un bar, ils te demandent 3 pièces d'identité parfois. Des fois, c'est 2. Ouais, tu sais, fait que imagine le reste, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça fait que c'est pas la même dynamique qu'à Montréal. Non, Montréal, c'est pareil. C'est quand même très festif. Peut-être Toronto aussi, là, tu sais, je veux pas couper, mais Toronto, c'est une belle ville aussi. Pour vrai, tu sais, il y a des gens qui disent, Toronto, là. Non, mais tu sais, quand tu vis là, moi, j'ai vécu presque 1 an à Toronto. C'est cool, tu sais, quand tu connais les spots de bar, là, de jazz, les trucs de rock, tu sais, j'en ai vu des shows, tu sais, tellement à Toronto, tu sais, 24 heures sur, tu sais, 7 jours sur 7, il y a des shows. C'est ça, c'est fou, là. C'est vraiment le fun comme ville aussi. J'ai joué souvent avec Noblo, justement, puis c'est tout le temps plein, tout le temps du monde. Les gens sont, je sais pas, sont comme... moi, c'est surtout la scène rock là, que j'ai vécu, que je vis là-bas, là, mais c'est vraiment effervescent, c'est vraiment le fun. Ben oui, mais tu viens de parler de quoi de le fun? Tu viens de te plomber de No Bro. Tu peux-tu détailler un peu là-dessus? Parce que moi, j'ai vu plein de photos passer là-dessus sur toi cette année, puis tu as fait plein de super shows. Tu as fait des tournées au Canada, aux États-unis, puis les gens qui ne doivent pas le connaître, peux-tu nous parler un peu du projet? C'est quoi un peu le band? Ben, le band est là depuis 2016. On est un four-piece, on est 4 filles, puis le but, c'était juste tu sais, le style, c'est rock, c'est flashy, c'est vite, c'est loud. Puis ça fait vraiment longtemps qu'on joue à Montréal. On a fait toutes les petites salles, puis on a joué devant toutes les salles vides, puis toute l'affaire. On a fait vraiment notre petit chemin. Puis récemment, il y a 2 ans, on a pogné complètement malade la tournée. Je ne sais pas si tu connais le band Fiddler, un band de LA. Ben oui. On leur a écrit sur Instagram, on leur a envoyé 2 tunes. On a dit, on capote sur vous, voulez-vous qu'on vienne en tourner avec vous autres? Ils ont dit oui. On est parti. Ouais, puis là, en tout cas, de là, ça a découlé. OK, comment tu prends un visa pour aller jouer aux States? OK, ça prend une van. Oh shit, OK, il faut prendre. En tout cas, complètement malade. On était 100% indépendantes. Puis, fait que là, on a fait la tournée aux États-Unis pendant 1 mois, novembre 2018. Après ça, les gens ont commencé à embarquer dans Patente. L'année d'après, on repart en tournée canadienne. On a traversé le pays avec le groupe Pop, un band de Toronto. Grosse tournée, c'est comme. Un gros, on faisait comme l'équivalent des clubs soda, club soda Métropolis, mais à tous les soirs. J'ai vu des photos des gros théâtres avec des bons kits puis des méchantes. Non, c'est des grosses tournées. Puis là, avec tout ça, on continue nos affaires on the side de 100% indépendants. Puis là, il y a une maison de disques à Toronto, justement, Dine Alone Records. C'est Dion, Alexis on Fire, tout le monde. On vient juste de signer avec eux. Puis on vient de sortir notre premier EP qui s'appelle Sick Hustle. Si jamais les gens veulent écouter ça, c'est super cool. Puis là, en janvier 2020, on paniquait bien raide. On a pogné la tournée Distillers Alexis on Fire. Fait que j'ai mis les pieds dans un aréna pour la première fois sur le stage. Ça impressionne, hein? C'est fou. Le premier coup de bass drum, là.
C'est complètement malade. Ouais. Puis, c'est ça. Puis c'était juste une expérience complètement malade. C'est fou parce que nous autres, on est dans notre Toyota Sienna minivan familiale, tu sais, puis on a du gear jusqu'ici, là, en tout cas. Puis, on chante de guitare, là, puis t'as ouais, le tour boss de l'autre qui est en avant, qui est avec le trailer, puis le... Ouais. Puis là, tu vois Brody Dell à tous les soirs, puis Dallas Green, puis qui jase ça avec eux, puis tu fais des shows, puis c'est juste complètement fou. Fait que c'est ça qui se passe avec nos bros en ce moment. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu pourrais, tantôt dans le chat, coller, s'il te plaît, le lien pour qu'on puisse aller voir ton band et écouter votre LP? Là, ce serait le fun. Ben oui, pas de problème. Et les gens pourraient le découvrir, tu sais. Puis, mais là, c'est ça que je t'ai demandé tantôt. Je disais, est-ce que dans tes tournées, tu traînais tout le temps ton gear? Puis tu m'as dit non. Puis quand on a fait la tournée américaine, on a tout emprunté, tout loué. C'est quand même une grosse logistique, ça. Comment tu as fonctionné? Avez-vous appelé quelqu'un dans une compagnie de backline aux États-Unis qui vous a tout fourni ou vous avez fait vos propres recherches? C'était vraiment nos propres recherches. Puis finalement, on s'est dit, on va essayer avec. En fait, il y avait un line-up de 3 bands. C'était nous. Après, il y avait Dilly Dally. Puis après, il y avait Fiddler. Puis, fait qu'on a juste lâché un call au band. On dit, hey, est-ce que vous êtes game qu'on prenne votre backline en échange de. On leur a donné un échange fair. Puis, finalement, ça a été ça, mais on n'avait pas notre gear. Fait que là, t'arrives là, le premier show, il n'y a pas de pré-prod, il n'y a pas rien, il n'y a pas de répète. T'arrives sur le drum, là, c'était un Slingerland, genre 72. Moi, j'ai le pied lourd pas sacré, mais j'ai le pied lourd, je joue fort, mais les stands, ils tombent, les pots, ils pètent. Genre. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, je l'ai comme rendu Sarah Proof un peu, de tenir une misère de soir en soir, tu sais. Ouais. Puis, on s'est tout arrangé de même, mais pour la tournée canadienne, on est parti de Montréal, on a flyé à Vancouver. Puis avec ça, crois-le ou non, Long & McQuaid, toute la backline, ouais. Puis cool. ils ont eu un super service, puis ça a vraiment bien marché. J'avais un Yamaha Oak Custom, je pense. Oui, c'est correct. Pour de la tour, c'est parfait. C'est pas tuable. Non, c'est ça. Puis honnêtement, le premier soir, premier show d'Arena avec Distillers Alex on Fire, on est over the moon, là, on capote. La première tune, ça commence avec un gros wash, avec la lumière qui allume, puis on voit le stade. Premier coup, ma peau de fleur, elle a fendu. OK, là, c'est plus que le pied fort, ça, là, en tout cas. Oui, c'était une peau Logan McQuaid, puis là, je la voyais aller, j'étais comme, ça va faire la job, je ne l'ai pas changé, je dis, whatever. Puis là, c'était le bordel, mais anecdote de même. Mais non, mais c'est bon que tu parles de ça parce que beaucoup de monde, ils n'ont aucune idée de comment ça se passe quand tu pars en tournée, tu sais. J'ai un ami à moi, c'est le drummer de King Princess, Antoine Fadavi, puis il m'a invité à aller voir son show au Metropolis, puis je demandais, ton gear, tu fais quoi? Parce que lui, il commençait par Gretsch aussi, tu sais, puis avec, tu sais, des cymbales comme TRX, ça fait la même. Puis là, une année, je dis, c'est-tu facile à ton gear? Ben, il dit, on a réglé notre truc. Il dit, quand tu es aux États-Unis ou au Canada, il appelle un supplier de Gretsch. Gretsch, il donne un kit. Il fait la tour avec le même kit, mais traîne ses cymbales, par exemple, tu sais. Mais quand tu fais des shows de télé, tu sais, j'ai dit ça, t'as-tu des shows qui s'en viennent? Ouais, j'ai une petite émission, là, ça s'appelle, je pense, c'est Saturday Night Live, là. Tu sais, le gars, il a genre 9 ans, il a aucune idée c'est quoi la vie, là. Fait que je suis comme, quand même pas pire, tu sais. Fait que je dis, ouais, là, je suis pas trop sûr du gear qu'on va avoir. Mais tu sais, je dis, man, c'est sûr, tu vas avoir un bon drum pour faire ce show-là. Ça va être correct, c'est FNL. Ça va être correct, tu sais. Moi, j'ai fait de Jay Leno, puis quand j'ai eu un kit, j'ai appelé DW, je peux te dire qu'ils m'ont envoyé le plus beau kit ever de la vie, là. Puis, ils sont contents, là, ils sont contents. Puis quand tu arrives en arrière, il n'y avait pas juste nous, là, il y avait 4-5 bands qui se préparent. Puis juste dans les studios, là-bas, ils ont à peu près 20 drums qui sont empilés que tu peux prendre, tu sais. Le monde s'en rend pas compte de ça. Mais c'est ça que c'est une bonne expérience. Il faut que tu sois préparé. Souvent, je dis au monde, fais de la tour, traîne-toi des pots, traîne-toi des baguettes, traîne-toi ta pédale. Ouais, non, mais le pire, c'est que c'est con parce que j'en fais de la tournée à l'année longue, tu sais. Puis j'ai toujours 2 snares, j'ai toujours 2 pédales, j'ai toujours plein d'affaires. Puis là, vu qu'on prenait l'avion, j'étais comme, tu sais, j'ai tuned down un peu nos affaires. Tu sais, à ce moment-là, on était 100% indépendante. On payait toutes nos affaires. On payait encore toutes nos affaires. Fait que là, j'étais comme, ben là, je vais pas amener, nanana. Fait que, ben non, turns out qu'il faut tout le temps tout amener. Puis au pire, tu payes un peu plus, mais t'as l'air moins fou, là. Quand le bridge arrive, il faut que tu fasses ton beat sur le floor, mais t'en as plus, là. C'est un peu plus difficile, tu sais. Puis là, à part ce projet-là, c'est quoi tes projets à Montréal? Parce que tu as des projets locaux aussi, là. Oui. C'est un peu compliqué, mais c'est quoi ceux qui s'en vont devenir quelque chose là, après le COVID? Oui. Ben là, je suis dans un domaine qui s'appelle les Shirley. Ça, c'est Power Trio Rock. OK. Ça, par contre, je joue de la bass. Ah, c'est bien cool. Ouais. Puis ça va super bien. On a sorti le premier EP, ça va faire un peu plus d'1 an. Ça a été super bien reçu. On a gagné le EP Rock de l'année au Gamic avec la révélation de l'année.
Wow. Puis en ce moment, on est en train de faire le 2e album. Il y a Simon Kearney qui réalise. C'est vraiment cool avec Marc Chartrain. OK. Ça va vraiment bien, ça. Mais c'est ça, je joue de la bass là-dedans. Sinon, j'étais avec Émile Bilodeau depuis 3 ans et demi maintenant. OK. Ouais, c'est ça que j'ai vu dans ton profil. Ouais, c'est de la tournée non-stop pour vrai depuis 3 ans et demi. Puis là, là, on est arrêté évidemment comme tout le monde, mais ça va reprendre la seconde qu'on peut y aller, on va y aller. OK. Sinon, j'ai un band de reggae aussi qui s'appelle Ariel et les Vanupiers. Que j'adore jouer, ça fait tellement différent. Tu sais, Noblo, c'est très punk rock. Ouais. Et Shirley, c'est de la bass. Émile, c'est rock, folk. Puis là, avec eux autres, c'est complètement différent. Tu sais, j'amène un kick 20 pouces, un snare, puis un side snare, puis genre une splash, là, puis un hi-hat. Puis c'est ça. Mais ça, c'est le fun. C'est carrément différent, là, tu sais. Puis Ouais. c'est différent aussi. Tu avais fait l'événement à Dan de Bonhomme Show. Je pense que tu avais joué là. Ouais. Puis j'avais une vidéo, ça rentrait au poste, là, ça sonnait, là. Puis ouais, c'est cool. ben, c'est le fun. Puis justement, jouer avec, parce que c'était un house band qui était là, tu sais. Ouais. T'aimes-tu ça, jouer des fois, arriver dans un house band, puis les musiciens, tu les connais pas pantoute, puis là, oui. on roule là-dessus. J'adore. Ça m'arrive souvent. Là, c'est temps-ci moins, vu que je suis vraiment plus dans mes projets à moi, puis avec Émile, mais je veux dire, je suis pigiste, fait que, tu sais, subir du monde, tu sais, j'ai écouté ce que Michel disait tantôt, là, juste avant moi, puis je veux dire, je me reconnais là-dedans, des horaires de fous qui n'ont pas de bon sens, puis d'apprendre 10 gigs en même temps, puis... Mais j'adore ça parce que ça te met, genre, sur le qui-vive, il faut que tu sois vraiment on. Ouais. Puis, mais oui, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Ça, c'est la magie des musiciens de dealer avec les horaires, là. C'est tout le temps compliqué un peu, là, mais juste, c'est ça, tu sais. Puis, est-ce que tu enseignes? Je pose la question, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie ou tu fais ou ça te parle pas du tout? Je l'ai fait. Okay. J'ai enseigné un an dans une école privée. Okay. Je me suis rendu compte que l'enseignement, c'était un art à part entier. Mm-hmm. Puis que je suis pas nécessairement master, j'ai pas master l'art de l'enseignement, mais j'aime vraiment ça, le faire enseigner à des gens qui sont vraiment motivés parce que ça me motive aussi. Mais c'est ça, j'ai pas la patience, puis je sais pas, je suis capable de reconnaître que je suis pas la meilleure enseignante ever, tu sais. Puis là, j'enseigne plus en ce moment. Mais des fois, tu sais, j'ai des amis, c'est surtout ça, des connaissances qui me connaissent, qui aimeraient savoir un cours ou deux, puis je les enligne, tu sais, pour pas qu'il y ait trop de mauvais plis, puis après, ça y va. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une passion, mais genre, je trouve ça fou, les gens qui sont, parce que j'ai tellement eu de bons profs, puis je trouve ça incroyable des gens, tu sais, ça peut tellement changer ta vie, un bon prof, puis éventuellement, j'aimerais ça être capable d'arriver à la cheville de ces profs-là, mais en ce moment, je suis vraiment juste en train de jouer, puis j'ai pas enseigné tant que ça. Peut-être pendant 3 ans, j'ai enseigné on and off, tu sais. OK. Ben, c'est bon que tu sois honnête avec ça. Puis c'est vrai que c'est un art de... Les bons pédagogues, c'est un art, là. C'est pas facile d'être organisé. Puis tu peux être dans un mood d'enseignement, puis dans un mood que tu l'es moins, tu sais, aussi, tu sais. Puis il y a des périodes comme ça aussi, tu sais. Tantôt, tu me parlais, on voyait ton kit qui était derrière, tu sais. Puis est-ce que tu pratiques là? Mais as-tu des routines de pratique? Dans le sens que t'es-tu genre organisé, t'arrives, je fais du pad, je rentre sur mon kit, je vais faire tel pattern aujourd'hui pendant 4 heures, ou t'es du genre comme, OK, ça va y aller comme ça y va. C'est parce que tout le monde est différent. Toi, ça ressemble à quoi pratique? Là, je suis un peu gênée, là, parce que là, t'as été un de mes profs, là. Puis, c'est pas grave, là. Honnêtement, ça fait des années, là, pour vrai, c'est même pas pour exagérer, mais que j'ai pas pratiqué. Puis j'ai recommencé la semaine passée parce que j'ai le temps. C'est con, là, mais c'est ça. J'ai sorti ma méthode Syncopation. Ouais. La page 38. C'était la 37 avant, je m'excuse, mais ça, c'est la nouvelle génération, c'est 38. Mais... Ah non, c'est vrai, ils ont fait une réédition, puis c'est devenu la page 38, mais oui, c'est pas grave. OK. Mais bref, fait que je m'y remets vraiment, puis c'est ça, j'essaie de passer entre, c'est ça, des études plus jazz, plus, même si j'ai pas toute la touche jazz, là, mais au moins pour débloquer ma technique, là, j'étais rusty un peu. Okay. Puis après ça, je me mets juste à jouer des tunes, des tunes, c'est vraiment pour rentrer ça en contexte. Puis rudiment, évidemment. Fait que c'est comme 3 blocs, puis je varie entre ça, tu sais, je fais, mettons, 45 minutes de chaque, puis là, je reviens parce que je veux pas me tanner. Puis, tu sais, je suis capable de passer 8 heures ici, là. Genre, c'est ça que j'avais oublié de moi, tu sais, que quand je rentre dedans, je vire un peu comme, tu sais, comme un cheval avec des œillères, là. Oui. Et c'est ça, fait que je me promène dans ces 3 genres de blocs-là, puis ouais, je fais ça, puis ça fait peut-être une semaine ou 2 là, que j'ai recommencé, puis ça fait tellement du bien. Ben, c'est sûr. Puis, Et en plus, tu as la chance de le faire dans un local. Quand tu le pratiques ou tu fais des trucs,
Est-ce que tu peux t'enregistrer? Est-ce que tu es du genre à t'enregistrer, t'entendre comment ça sonne, ou tu fais juste ça avec tes projets que tu as? Pour l'instant, je suis juste avec mon clic puis dans mes oreilles, mais c'est ça, je suis en train de magasiner un ordi pour pouvoir justement tout enregistrer. Puis, comme quand tu écoutes par après, tu es comme, non, ça, je fais plus jamais ça. Ouais, ça, c'est dur, ça ment pas, hein? Non, c'est ça. C'est comme, tu peux pas mettre la faute sur rien, sur. C'est tellement dur. Des fois, tu joues, puis t'es sûr, t'es dessus, là. Tu joues, puis tu fais la track. Moi, ça m'est arrivé de faire un album, puis j'étais tellement convaincu, puis à un moment donné, j'écoute, puis je fais comme, OK, c'était pas ça, là. Mais ça, tu t'apprends, puis des fois, ça veut dire que t'es pas bon. Tu peux être juste pas dans le style ou dans la demande que l'artiste veut ou que la prod, l'optique, au-delà du playing, là. Des fois, les musiciens vont engager quelqu'un. Hier, je disais, je contais une anecdote avec Daru Jones que il y avait quelqu'un qui avait engagé. Oui, c'est ça, le malade. Oui, il est super cool. Ben, en fait, on se connaît un peu. Mais à chaque fois que j'allais à Nashville, il n'était jamais là. Puis en fait, moi, je suis allé au studio de Jack White puis, il y a plusieurs années. Puis on était supposé se rencontrer, puis c'est triste, c'est quand son père était décédé. Fait que ça n'a juste pas donné. Puis là, ben, quand j'y ai écrit, il était super content. Puis il dit ben oui, je veux qu'on parle ensemble, tu sais. Mais du coup, mais j'ai perdu mon fil de mais c'est pas vraiment. Ah, c'est ça. Il avait engagé Manu Katché faire un album, tu sais. Puis l'artiste du Québec, je me souviens pas c'est qui, ils ont fait venir Manu Katché, il a traqué, puis à un moment donné, le producteur, il dit il dit là, ça c'est moins bon, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est. Pourrais-tu bouger? Manu Katché, il dit garde, si tu veux pas ça, engage un autre gars que moi. Je dis, c'est au-delà de. C'était bon, mais c'est pas ce que le producteur voulait. Puis il a engagé un autre drummer de Montréal, puis qui a fait un job incroyable. Mais là, c'était plus dans l'optique du producteur. Il faut faire attention, des fois, c'est pas une question de playing ou de direction musicale que la personne ne voulait pas faire. C'est d'avoir la confiance puis la maturité de faire comme peut-être que c'est pas moi la bonne personne aussi. Oui, c'est ça c'est bien correct. Il faut être honnête avec. Comme tu dis, moi, je joue du jazz, mais tu sais, je l'essaye, mais c'est pas mon truc. Il faut être honnête avec ça. Il y a vraiment de death metal que je serais jamais capable d'accoter parce que c'est vraiment ce qu'ils font, tu sais, à temps plein. Tu sais. Mais ça, c'était parce que je pourrais jouer le blast beat pendant 5 minutes, mais faire un show de 2h15, ça, c'est une autre histoire. Tu sais. C'est un exemple. Tu sais. Mais là, écoute, ça fait peur. Où les gens peuvent te rejoindre parce que le temps, il passe déjà vite. C'est où ta plateforme qui est plus facile? C'est Instagram, Facebook, c'est quoi qui est le mieux pour toi? C'est vraiment Instagram, @Dion Sarah, puis c'est là que je mets mes trucs. De moins en moins, j'essaie de mettre des niaiseries puis des trucs plus drum oriented, là, mais un heureux mélange. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour tous mes projets, toutes mes affaires, c'est vraiment sur Instagram que ça se passe. Facebook, c'est pas très bonne, le réseau social. Là. Je voudrais que je fasse les deux égaux, mais ça sent bien. C'est correct. Hey, merci d'être venu. Oublie pas, s'il te plaît, d'aller sur le chat, copier le nom de ton band avec le lien pour qu'on écoute tes tunes ou une vidéo ou whatever qu'on pourrait le voir. Fait que les gens iront voir après ou pendant le show. Puis, merci. Je suis super content que tu sois passé. Oui, moi aussi. Ça me fait plaisir. Quand je vais aller à Montréal, on va essayer de se revoir. Ça serait le fun. Là. Oui, ce serait super cool. Cool. Je te souhaite une belle soirée. Salut. À toi aussi. Salut, bye. Le temps passe tellement vite. Fait que, c'est ça. En fait, juste faire un petit rappel. Allez liker les pages YouTube, Facebook, Instagram de DrumFills Kafé. Concours étudiant, ça c'est dans le 9 juin. Il y a plein de beaux prix. Concours avec Mike, ça s'en vient dans 2 minutes. Juste rappeler que la semaine prochaine, c'est Tony Lasauce Quentin, Anne-Ouellette Demers et Mario Roy qui seront les invités du show. Puis, les shows du 3 juin, le show du 3 juin, c'est Nico Derfer, Joanie Labelle, Suzanne Morissette, Randolph Jimenez, Marc Kelso et David Garibaldi qui vont être sur le show. Puis le 17, c'est Nassir Abdul-Kabir, Joël Stevenette, Don Lombardi, Paul Bostaff, Jim Riley et Matt Alpern. Puis le 16 juin, une émission en français, mais j'ai un invité spécial qui est Thomas Pridgeon. Donc, on va aller voir, Mike, comment ça se passe. Allô, Mike, comment vas-tu? Rebonsoir. Oh. Oui, ça va. Hey, super. Vraiment cool. Sarah, je l'ai vu jouer live sur ça, le Ludwig-là. Et ouch! Ça rentrait. Super bonne drummeuse. Donc, puis c'est super. Merci beaucoup pour les 2 autres entrevues. Fait que, vraiment nice. Je veux que tu l'expliques, le concours. Je veux que tu l'expliques. Je vais te laisser parler parce que c'est une bonne idée que tu avais. Puis j'aimerais ça que tu l'expliques au monde. Puis comment les gens pouvaient participer. OK, parfait. Avant tout, je veux aussi remercier les Steves, les PGB,
T-Will pour ses pads, tous ceux qui offrent des prix. Je trouvais ça cool, donc ça m'a un petit peu comme donné le goût d'appeler mes chums, comme Gilles qui fait les pots, Chris qui est ici ce soir, puis ma gang de chums de Lévis. Donc, fait que c'est ça, en fait, les prix, c'est Chris Pacheco qui... on va le présenter. Chris, il peut dire bonjour. S'il veut, il peut faire ben sa oui, main. Il peut même être dans l'écran là. C'est gratuit, tu peux le faire. je vais le tirer avec un chain block. Non, c'est ça, ouais. Donc, en fait, c'est ça, Chris qui boffe les cymbales, qui boffe des drums, fait de l'esthétique de drum. Puis moi, écoute, je capote sur ses jobs, fait que j'ai fait comme « Hey Chris, ça te tente-tu d'embarquer dans cette aventure-là? » Chris, les pieds joints, il dit « Go, on y va. » Gilles qui fait lui aussi, il fait de l'esthétique. Ben oui. Qui fait de l'esthétique de drum, du boffage, cymbales, qui fait aussi les pots. Les pots viens ici, toi. Qui fait les pots de drum, qui fait des super jobs. Puis ma gang de chums de Lévis, que je me suis dit, hey, on fait ça un 50-50. Fait que moi, j'ai fourni un 100, eux, ils fournissent un 100. Puis ça fait, c'est quand même un beau prix. Tu sais, un 200$ qui est en tranche de 25. Donc, j'ai 8 coupons à remettre au gagnant ou la gagnante. 8 tranches de 25$. Puis aussi, les gens de Montréal ou de l'extérieur qui ne sont pas nécessairement à Québec ou à Lévis peuvent communiquer puis peuvent aussi faire shipper ce qu'ils vont vouloir acheter, dans le fond. Donc, c'est un peu ça. Je vais prendre le téléphone pour montrer, excusez-moi, hein, je suis vraiment un petit peu à broche à foin, mais je veux tout de même montrer que les noms ont été... Écoute, c'est écrit à mitaine, on a fait ça, il était comme 6h moins 5. Tous les noms des participants sont là, et participantes. Et écoute, c'est Chris qui va avoir l'honneur de les piger. Puis, juste pour mettre un point au clair, les noms vont être sur une liste, puis il faudrait qu'ils vont être postés genre sur MDU puis sur ma page. Fait que demain, si les gens n'ont pas écouté l'émission, tu m'enverras les noms. Moi, je vais faire. Ou tu feras l'annonce, puis je vais juste la faire un repost, tu comprends-tu? Pour il y a des gens qui n'écouteront peut-être pas, je ne sais pas. Tu sais. Oui, OK, je n'ai pas pensé à ça. Oui, c'est pour que. Oui, parfait. Fait que oui, je vais t'envoyer la liste. Fait que à partir de la page d'MDU, toutes les personnes qui se sont comme inscrits, on a toutes refait là, chaque nom, on s'est assuré de ne pas en manquer un. Okay. La raison pourquoi, puis bon, ça ici c'est vide, donc j'ai pas mis 5 Vince T. Desmarais dans le fond. Parce que Vince il disait hey, je suis mal à l'aise de participer. Je dis Vince, on fait ça pour le fun. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Fait que ceci dit, pendant ben, c'est sûr que Chris et moi, on met les noms à l'intérieur du tome. Ben, en fait, c'est ça. Je vais tirer le nom dans pas très long. C'est très legit, en fait, votre affaire. C'est l'Auto-Québec devrait faire affaire avec vous autres. Tu vois, on a vu les noms, ça va être pigé avec quelqu'un d'autre qui n'est même pas toi. Tu sais, fait que c'est déjà. Oui, la raison pourquoi je voulais quand même montrer à l'écran, c'est parce que, tu sais, déjà qu'on se dévoue quand même là, pour faire ça. On veut tellement pas qu'il y ait ben là, comment ça se fait que. Non. C'est pas l'année de l'autre. Transparent all the way. Oui, il n'y a pas de pot de vin, c'est correct. Les montants sont pas bien gros. Non, mais c'est pas une question de montant. Moi, j'ai toujours dit, c'est une question que ça fait plaisir. Tu prends le temps de le faire, puis les gens, ça lui fait plaisir, tu sais. L'autre jour, j'ai dit, il y a quelqu'un qui dit, dans le concours, quelqu'un qui m'a dit, le 4e prix, c'est juste 2 paires de baguettes Vater. Tu sais. Ben, c'est 30$ peut-être, mais en même temps, c'est des baguettes, tu pourrais avoir les acheter ou on peut te les donner, tu comprends? Mais là, on a bonifié avec un beater de bass drum en bois fait par l'Avril. Les pattes s'appliquent en maudit, puis j'ai envoyé plein de photos et samedi, je vais poster la photo du beater qui est fait pour le concours. C'est incroyable. Le travail est excellent. J'ai vu l'image de différents beaters. Ouais. J'étais pas au courant, Pat, parce que j'ai vu Pat Dugas il y a quand même pas si longtemps que ça. On s'est croisés. Il ne m'avait pas parlé de ça. J'étais pas au courant de ce projet-là. Et quand je les ai vus,
je suis quand même menuisier, là. Je veux dire, je vois tout le travail qui a été fait. Minutie. Donc, j'ai fait comme, wow, bel job. Chris, c'est pas le temps de la bière, c'est le temps de tirer. Oh, il fallait pas le temps. On est-tu prêt, Eric? Oui, vous êtes, on est prêt. Ben, regarde, moi, je vais mélanger. Ouais, moi, C'est toi qui vas tirer le nom. C'est parfait, ça. Bon, et voilà. Donc, c'est moi qui vais le nommer ou c'est toi? Comme ça me dérange pas. OK. C'est comme tu veux. Parfait. Donc, le ou la gagnante. François Gagné. François Gagné. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Yes, François Gagné. Prenons ça en note. Je vais quand même les noter ici. Puis on s'est assuré qu'il n'y ait pas deux François Gagné dans les concours. Parce que sinon, il aurait fallu que je note, mettons, François Gagné 1, François Gagné 2 et avertir ces deux personnes-là. S'il y avait eu des noms de participants, deux participants avec le même nom. Donc François a gagné. Bon. Voilà, je vais continuer, excuse-moi, c'est une job. Ça arrive, là. Je suis fatigué. C'est bon. Nous autres aussi. Écoute, oui, c'est ça. Donc, François Gagné, tu pourras me communiquer sur à partir de Facebook, MDU. Je suis sûr que s'il y a de quoi, probablement qu'Alain, le barbier, va me mettre en contact advenant si on n'est pas capable tous les deux d'entrer en contact. Mais fait que François, j'ai 8 coupons de 25 $ gracieuseté de musique alto. Je salue ma gang de chums là-bas. Ils ont un service de lutherie service aussi. Les gars aussi, ils travaillent dans les drums. Là. C'est pas juste nécessairement un magasin. Les gars, sont compétents. Donc, Chris qui fait le cymbale, qui va buffer les cymbales, 2 cymbales, les deux côtés. Ah ouais, hein? Au choix de la personne. Puis concernant Gilles, j'avais marqué sur la page MDU parce que n'importe qui peut arriver avec une photo et qu'une fois agrandi les pixels, là, la photo n'est plus de bonne qualité. C'était un peu ça. J'ai mis les conditions. Je dis, si tu veux, Gilles il n'y a pas de limite. Si tu veux une belle photo de ton band, peu importe l'image, tu lui amènes. Il va te la faire. Sinon, ça peut être aussi juste, je me souviens, je pense qu'il a fait le drum de Grimmskunk de Benoît. Oui, c'est vrai. Et je pense que la moufette, c'est genre juste du noir et du blanc. Fait que ça se trouve être deux sortes de vinyles qui sont appliqués. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. Puis la pause est incluse. Gilles fait un travail. Oui, j'ai vu, c'est un super beau travail qu'il fait. Là. C'est vraiment... Allez voir sa page, la page de Gilles Bishop Custom Drums. C'est Symbol Maniac, il y a polissage. Ouais. Symbol Maniac, polissage. J'avais mis le lien sur pour qu'on voie aussi le avant et le après. Écoute, les gars font vraiment de la belle job. Tantôt, Chris, tu pourrais, dans le chat, le poster ta page de tes trucs. Oui, ça serait bien parce que le monde il pourrait aller voir. Parce que des fois, on en parle, mais on oublie, il y a tellement d'informations. Au moins, le mettre, ça serait le fun. Ben oui, j'apprécie beaucoup, puis c'est sûr que je le mets. Parfait, ça. Merci beaucoup, Eric. Ben écoute, merci à vous autres, les gars. François Gagné va se mériter ça, mais on va faire comme un repose de ça demain pour s'il n'écoute pas, là, peut-être. Là. Ben écoute, merci à vous autres, les gars. Puis nous, je vais vous flusher, je vais dire un mot de la fin. On va repartir. Ben écoute, bonne soirée, puis on se reparle bientôt, les boys. Merci à tout le monde, puis merci Eric de l'invitation. Bye. Bye. Ben, merci à tous. Fait que c'est super le fun. Fait que on a un gagnant. J'espère qu'il va apprécier le prix. Donc, juste pour rappeler, la semaine prochaine, le show est c'est le dernier show un jeudi. Ça va être le 28. À partir de juin, les shows vont être les mardis. Toujours les mardis parce que c'est plus facile. Ils vont commencer à réouvrir un peu tout. Donc, les jeudis, les gens vont être occupés. Les mardis, on est plus chez nous. Donc, la semaine prochaine, c'est Tony Lasauce, Anne-Ouellette Demers et Mario Roy. Donc, merci d'avoir été à l'écoute à soir. C'est super apprécié. C'était vraiment une bonne émission. Puis, j'espère que vous allez toujours être là. Allez faire un like de la page Facebook, Instagram, le channel YouTube, s'il vous plaît aussi, parce que toutes les émissions, si vous ne les avez pas écoutées, sont tous là. Il y a plein d'artistes qui ont passé. Je vous le dis, le site web de la page va ouvrir en septembre avec plein d'autres choses qui vont arriver. Je vais vous annoncer pas maintenant, mais éventuellement.
Puis ça va être agréable parce qu'il va y avoir pas mal plus d'accessibilité. Tous les artistes qui ont passé vont avoir un petit fichier là-dessus. Donc, si vous ne savez pas qui a passé quel jour, donc je vous apprends peut-être que Todd Zuckerman était sur le show il y a 3 semaines. Puis si vous ne saviez pas, il faut aller voir son émission. Hier, il y avait Daryl Jones, Rick Latham. Il y a eu plein de monde qui ont passé génial. Donc, je vous suggère d'aller réécouter les émissions. Puis c'est ça. Puis si vous avez des idées, gênez-vous pas de nous écrire. Donc, merci beaucoup. Mon nom est Éric Boudreau. Merci d'être sur DrumFills Kafé. Et on se revoit la semaine prochaine sans faute. Au plaisir. Bonne soirée.